La troisième phase des consultations de Nairobi s'est ouverte ce lundi dans la capitale kenyane. Félix Tshisekedi a participé par vidéoconférence et puis l'envol fustige le calendrier électoral publié par la CENI pour ce parti politique. Le calendrier est fantaisiste et comporte beaucoup d'écueils. Madame, Messieurs, bonsoir. Consultation de Nairobi pour la paix en RDC. La troisième phase s'est ouverte ce lundi dans la capitale kenyane. Le président burundais et de l'EAC Evariste Ndayishimiye ainsi que le président kenyan William Ruto et ce prédécesseur Kenyatta étaient présents. Le président rwandais et ougandais sont intervenus par visioconférence, de même que Félix Tshisekedi qui a promis son accompagnement au désarmement des groupes armés présents à Nairobi. Fiston Eleko pour le détail. Des consultations de Nairobi sur la paix en RDC viennent d'être lancées dans la capitale du Kenya ce lundi. Cette phase connaît la participation d'une centaine de groupes armés à l'exception du M23 qui, malgré l'ultimatum donné sur le cessez-le-feu par les chefs d'État réunis à Luanda, continue avec ses activités militaires sur terrain. Les représentants des communautés sont aussi conviés et le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Le président Félix Tshisekedi, qui a pris part à ce lancement à distance par visioconférence, a appelé les groupes armés de taire les armes pour le bien-être de tous. Il a promis aussi de son accompagnement personnel dans le processus de désarmement et de réinsertion. Chers compatriotes, les troisièmes consultations politiques du processus de Nairobi qui s'ouvrent aujourd'hui avec environ 200 participants, représentant les groupes armés et la société civile des provinces de l'Est de notre pays, constituent une nouvelle opportunité que je vous invite à saisir pour vous investir chacun à son niveau dans la restauration de la paix et construire notre bien-être collectif. Le président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Evariste Ndayishimiye, tout en appelant l'ONU à soutenir financièrement la force de l'EAC qui se déploie déjà à l'est de la RDC, promet aussi d'accompagner le processus de Nairobi jusqu'à son aboutissement. Je tiens à rassurer tout le monde ici que nous sommes déterminés à mener ce processus jusqu'au bon port de façon inclusive et dans le respect de toutes les décisions prises lors de ces consultations. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités. La troisième session des consultations intercongolaises s'appuie sur l'élan acquis par les deux précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC. Le président rwandais Paul Kagame et l'ougandais Yoweri Museveni ont aussi pris part à distance pour la question du M23. Kinshasa campe sur sa position et ne compte pas négocier directement avec cette force négative qu'il qualifie de groupe terroriste. Je le dis au sommaire, c'est un calendrier électoral fantaisiste que vient de publier la CENI. Telle est la réaction de l'envol parti politique cher au député national Delis Esanga au cours d'un point de presse tenu à son siège national dans la commune de Kasavubu. Pour ce parti, ce calendrier comporte de nombreux écueils. Jojo Moulamba et Stani Samba pour le propos recueilli. La CENI a tronqué sa casquette d'expertise tant vantée contre les manipulations politiques qui voilent à peine le manque de volonté du pouvoir à organiser les élections dans le délai. À cet effet, l'envol relève 5 écueils ci-après. 3.1. La réduction fantaisiste à 100 jours. Le délai d'enrôlement par ère électorale contre 120 jours observés lors de précédents cycles électoraux n'est fondé sur aucune amélioration significative de l'infrastructure logistique du pays. Cet écueil est d'autant plus prégnant que le soutien logistique jadis offert et mobilisé par la MONUSCO dans le déploiement du matériel et son acheminement ne sont pas au rendez-vous. Envol relève que la CENI n'a pas donné de détails sur les modalités pratiques et techniques qui devront permettre cette performance mondiale d'enregistrer les 50 millions d'électeurs attendus en 90 jours, soit une moyenne par jour de 555 000 électeurs.
3.2. Envol souligne que la CENI a omis jusqu'à présent de publier les mesures d'application de la loi sur l'identification des électeurs en vertu desquelles les opérations d'enrôlement et d'inscription sur les listes électorales vont se faire. Dans cette opacité, la CENI a unilatéralement levé des options techniques non consensuelles et dangereuses telles que le recours au smartphone pour le pré-remplissage électronique de fichiers d'inscription sur les listes, sans que les modalités de contrôle et des garanties ne soient connues des parties prenantes. De même, la CENI entretient un flou sur les modalités de ségrégation dans le fichier de population déplacée interne. Celle-ci se compte en millions dans des zones de conflit dans l'est du pays, dans la province du Nord Kivu, Ituri, dans une certaine mesure le Haut-Ouélé. En séjour à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le membre de la délégation de la primature, dont l'assistant principal Isaac Bakajika et le conseiller spécial Romulus Kisamba, ont pris part le samedi 28 novembre à une conférence débat organisée par l'ASBEL Expo Merci à l'intention de fils et filles de la ville de Kananga sur le méga projet de développement local des 145 territoires et principales réalisations du gouvernement Sama Lukonde. Suivez. Ils étaient nombreux, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, directeurs des cabinets, du gouverneur de la province, crème intellectuels, militants, combattants et plusieurs anonymes venus de tous les coins du Kasaï central devant Isaac Bakajika, l'assistant principal du Premier ministre en pleine conférence. À ces rendez-vous de donner et du recevoir, rien n'a été laissé au hasard par l'émissaire du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Toutes les questions sur le développement ont été scrutées sans tabou, notamment l'amélioration de la desserte en électricité, la construction des écoles et centres de santé, la réhabilitation des routes, surtout les dessertes agricoles pour booster l'économie de la province. L'orateur du jour a ramassé avec brio les chantiers réalisés en cours et en perspective. Des travaux de construction du barrage de Katende à ceux de la route Kalamambouji, lancés par le chef de l'État, Isaac Bakajika, n'a pas été à court d'idées face à ses interlocuteurs. L'énergie électrique dans cette province constitue pour moi la priorité des priorités. Et dans toutes les réunions où personnellement, je me suis retrouvé en train de parler des questions de développement de cette province. J'ai toujours dit, aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème d'énergie électrique dans le Kasaï, eh ben, on n'aura pas fait grand-chose pour cette population parce que son développement dépend de l'énergie électrique. Alors, en ce qui concerne donc l'énergie électrique, il y a toute une grande mobilisation autour du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Les conférenciers du jour est revenu longuement sur la politique du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge relative à la matérialisation de la vision du chef de l'État d'un Congo fort, uni et prospère. Une vision qui, selon Isaac Bakajika, ne peut se réaliser que si le gouvernement a les moyens de sa politique. Allusion faite à l'exploit du gouvernement Sama sur les budgets 2023 chiffrés à 14,6 milliards de dollars. Autre chose, la situation macroéconomique de la RDC dans l'ensemble reste toujours stable, bien que le contexte mondial laisse à désirer. C'est la gouverneure de la Banque centrale du Congo qui a fait cette annonce au cours de la 78e Conseil de ministres. Elle a noté aussi une légère dépréciation de la monnaie nationale. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La situation macroéconomique de la République démocratique du Congo est restée stable, quoique les effets de contre-coup du conflit russo-ukrainien persistent. Cette résilience est consécutive aux efforts et aux conjonctions des actions des autorités tant budgétaires que monétaires. Elle a indiqué que l'accord conclu au niveau des services avec le Fonds monétaire international sur la 3e revue de la facilité élargie des crédits, assortie d'un cadrage macroéconomique cohérent,
a établi une croissance supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, une inflation contenue dans un contexte de mobilisation accrue des recettes publiques. La décélération du rythme hebdomadaire des prix intérieurs s'est poursuivie au cours de la semaine du 11 au 18 novembre 2022. Les taux d'inflation hebdomadaires s'est situé à 0,20% contre 0,3% une semaine plus tôt, soit un taux d'inflation en cumul annuel de 11,3% contre un objectif de 12,9% à la fin 2022. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a aussi signalé qu'au cours de la semaine sous analyse, le marché des changes a été caractérisé par une quasi-stabilité dans ces deux segments. En effet, le franc congolais s'est légèrement déprécié de 0,03%, s'établissant à 2013,67 francs congolais le dollar américain à l'indicatif et à 2106,67 francs congolais les dollars américains au niveau du marché parallèle. Et puis la nouvelle équipe de la Direction générale de l'ARSP a pris officiellement ses fonctions le vendredi dernier en présence de membres entrants du conseil d'administration de cet établissement. Le nouveau DG de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a promis de porter haut la vision du chef de l'État, celle de créer la vraie classe moyenne des Congolais qui détiennent de vraies actions dans la sous-traitance. Blandine Bompala. Après sa nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP, honorable Miguel Katem Kachal, a pris officiellement les bâtons de commandement de cet établissement étatique au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Ahmed Kalej Kant, en présence des représentants du ministre d'État en charge des petites et moyennes entreprises et de l'équipe sortante et entrante du conseil d'administration de cette structure. Après lecture des procès-verbaux par le secrétaire général de la RSP, Kalej Kant a dans ce moment de circonstances souhaité un fructueux mandat à son successeur et à toute son équipe. Qu'il me soit permis à ce stade de féliciter l'équipe du management entrant, en commençant par mon aîné, le président du conseil d'administration entrant, Constantin Chiombo, ainsi que mon successeur, le directeur général Miguel, et Madame la DGA Georgine. Prenant la parole à son tour, le nouveau directeur général de la RSP, Miguel Katem, a devant plusieurs officiels remercié le chef de l'État d'avoir jeté son dévolu sur lui et a promis de porter haut sa vision, celle de créer la vraie classe moyenne et des millionnaires congolais. Je voudrais tout particulièrement remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il ait daigné placer à ma modeste personne en me nommant directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, celle de planification, de consultation, de contrôle et de règlement des contentieux. Tout cela pour un objectif clair dans la vision du chef de l'État, qui, on le sait, avait émis le vœu de voir créer des riches Congolais et avait promis aux opérateurs économiques congolais de les protéger, de leur permettre de s'épanouir et de se développer. Ce, dans l'optique de la création d'une vraie classe moyenne, détenant des vraies actions dans les sociétés de droit congolais. Il faut retenir que le nouveau patron de la direction générale de cet établissement sera secondé par Madame Georgine Madiko. Parlons entrepreneuriat, une entreprise travaillant dans la maroquinerie, fabriquant des chaussures made in Congo, mais aussi des ceintures, œuvrant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, voit le jour et vous offre leurs services. Suivez ce reportage de Blaise Kouzola.
La République démocratique du Congo regorge encore en son sein de talents exceptionnels, encore méconnus du grand public. Nous sommes à la commune de la Gombe, à Kinshasa, en plein centre-ville, au sein de l'entreprise La Passion SRL, œuvrant dans les secteurs de l'aménagement de l'aluminium, de la formation et certification internationale, de l'installation électrique et le froid, et surtout dans la maroquinerie professionnelle, où l'on fabrique, répare et commercialise des chaussures faites en RDC, sans oublier de ceintures et autres. Ici, dans l'atelier, le directeur technique R.J. Yangou nous explique le rôle de chaque machine et son mode d'utilisation. Nous sommes La Passion SRL, c'est une entreprise congolaise de prestation de services. Cette machine, il s'agit d'un découpeur de profilés métalliques pour les services d'aluminium. Toujours dans le cadre de notre service de maroquinerie, cette machine est une machine spécialisée pour la conception et la fabrication des ceintures. Sur le plan administratif, l'entreprise regorge plusieurs locaux, entre autres le secrétariat, la direction technique, les ressources humaines, la direction générale, la salle de réunion et autres. Tous ces dispositifs ont été mis en place par la société elle-même. Moi, je m'appelle M. Chamba Bopé Mitterrand. L'entreprise s'appelle La Passion SRL. Nos domaines de services, il y en a 6. Il y a les travaux publics et génie civil. Il y a la formation et certification internationale. Il y a la cordonnerie. Il y a l'aménagement en aluminium, tout ce qui est porte, cloisonnement en aluminium et toute création qui peut survenir en utilisant les aluminiums. Évoquant les multiples difficultés dont fait face l'entreprise et les perspectives d'avenir de cette dernière, le patron de cet organe se livre. Dans les domaines de l'entrepreneuriat. Alors qu'ici en RD Congo, le fait d'être jeune, cela constitue donc déjà au moins un handicap. Ce qui ne permet pas à ce que les jeunes puissent évoluer librement et avec toute indépendance. Cette photo, elle intervient dans les domaines où quand j'étais encore étudiant, et j'étais parmi les dirigeants de l'université de Kinshasa à l'UNIKIN. Et là, j'avais profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État les domaines dans lesquels j'évolue, qui est la maroquinerie. La République démocratique du Congo développe des ambitions de diversifier son économie dépendant totalement du secteur minier. Ce qui se passe aussi dans le secteur privé, d'où la nécessité d'encourager la production locale à l'image de l'activité de Passion SRL. Sécurité. Dans ce journal, les forces conjointes FARDC UPDF ont réussi à libérer une trentaine des otages de main des terroristes ADF dans la région de Graben, territoire de Beni au nord Kivu. C'est le capitaine Anthony Mwalushayi qui l'a annoncé tout en indiquant que la poursuite de ces opérations sera maintenue pour traquer le rebelle ADF. Et non qui sait. Les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, ont annoncé, ce dimanche 27 novembre 2022, la libération d'une trentaine d'otages de rebelles des forces démocratiques et alliées ADF en sigle dans la vallée de Mwalika, partie sud du territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, fait savoir que ces désormais otages ont été libérés lors des bombardements dans cette partie par l'armée. Parmi les personnes libérées figurent certains habitants de villages de Lumé, Kamango, Boulongo, Kabacha, Kisunga et Kalivuli, indique notre source. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de sauver une trentaine de compatriotes pris en otage par les terroristes des forces démocratiques et alliées lors de leur incursion dans le territoire de Beni. C'était lors des bombardements effectués dans la vallée de Mwalika. Plusieurs terroristes ont perdu la vie lors de ces bombardements, rapporte le capitaine Anthony Mwalushayi. Cet officier militaire précise que les personnes libérées sont entre les mains de l'armée loyaliste en attendant qu'elles soient remises à leurs familles respectives. Le capitaine Anthony Mwalushayi annonce à cette occasion la poursuite des opérations de ratissage dans certaines zones pour traquer les rebelles ADF. Madame, Messieurs, maintenant la page internationale. Les
édition 2022 du Creativity Africa Nexus s'est ouverte le 25 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec pour thème connecter l'économie créative de l'Afrique, organisée par la Banque africaine d'import et export Afrin-Saint-Bank. Cette initiative est une plateforme d'expression pour les acteurs culturels et créatifs issus de l'Afrique et de la diaspora. Edouard Funda. Placée sous les thèmes « Connecter les industries créatives et culturelles », la 12e édition du Forum Creative Africa Nexus s'est ouverte le week-end dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisé par Afreximbank et en partenariat avec l'Union africaine, cet événement qui rassemble des créatifs, des investisseurs potentiels, des leaders de l'industrie créative, des représentants des gouvernements, est un espace de réseautage et de partage d'expériences dans le domaine de la musique, de la mode, de l'artisanat, des arts visuels pour les créatifs du continent et de la diaspora. Alors que l'Afrique dispose d'un vaste réservoir de talents, les revenus de l'industrie créative du continent représentent à ce jour moins d'1% du marché mondial, pour une industrie qui brasse au niveau mondial des milliards de dollars. Le CANEX se présente donc comme une plateforme visant à soutenir ces secteurs en Afrique et dans la diaspora par le biais du financement et du renforcement des capacités. L'ouverture officielle de cette édition du CANEX s'est faite en présence de plusieurs invités et membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dont Patrick Jérôme Hachi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui a dans son discours de circonstances rappelé l'importance qu'il y a aujourd'hui pour l'Afrique à bâtir une industrie créative et culturelle forte, véritable levier de développement économique. Cet événement créatif et culturel inédit, qui s'étend sur 3 jours, sera ponctué par des masterclass, des expositions de mode, d'art et d'artisanat. Il permettra aux professionnels des industries créatives africaines de nouer des liens et d'établir de nouvelles relations d'affaires en traçant la voie à suivre pour développer les industries créatives et culturelles africaines. Le 9e forum de l'Alliance des civilisations est achevé au Maroc le 24 novembre. En marge de ces rendez-vous, le ministre des Affaires étrangères du Mali et du Maroc ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Edouard Funda toujours. Gratitude et reconnaissance du Mali pour la position constante et pragmatique de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du Maroc par rapport à la transition dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est l'essentiel du message du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui s'est exprimé en marge du 9e forum de l'Alliance des civilisations qui a eu lieu à Fès, ville historique au nord-ouest du Maroc. Le Maroc a toujours joué un rôle de modérateur de femmes musulmanes, de la civilisation humaine, et aussi un symbole important. Le 20 janvier 2022, le Maroc a exprimé sa solidarité avec le peuple malien, visé par une série de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, notamment un embargo économique et un gel des avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une solidarité qui s'illustre dans plusieurs domaines, notamment sur le plan économique. Le Maroc représente environ 60% du secteur bancaire au Mali et occupe 50% du marché des télécommunications. Les deux pays veulent diversifier les domaines. Sur le continent, la libre circulation entre les pays reste un réel obstacle à la dynamique des affaires qui se tissent de part et d'autre des frontières. Le Royaume du Maroc veut faire de sa frontière avec le Mali un point de transit fluidifié. Une libre circulation des personnes que le Maroc, selon le ministre Abdoulaye Diop, accélère en travaillant à réduire toutes les tracasseries encore existantes. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. La 3e phase des consultations de Nairobi s'est ouverte ce lundi dans la capitale kenyane. Félix Tshisekedi a participé par vidéoconférence. Et puis l'envol fustige le calendrier électoral publié par la CENI pour ce parti politique. Le calendrier est fantaisiste et comporte beaucoup d'écueils. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.
Géopolis Télévision.